Bonjour tout le monde, aujourd'hui je vais vous parler de la mode féminine empire et là vous allez me dire mais c'est très facile, ce sont simplement ces longues robes blanches un peu à l'antique avec la ceinture qui arrive sous la poitrine et à vrai dire vous n'aurez pas totalement tort. Mais en fait la mode empire c'est très très riche donc en fait pour que vous puissiez mieux cerner le sujet je vais vous proposer une série de 5 vidéos. Aujourd'hui on va parler de l'évolution des formes de robes parce que vous allez voir qu'il y a beaucoup de légendes urbaines qui circulent à ce propos. La fois suivante, on parlera des différentes couches de vêtements qui vont vous permettre d'avoir la bonne silhouette. Puis on parlera des bases de la couture empire pour vous permettre peut-être de faire votre propre robe. Puis les accessoires et puis tout ce qui est autour du vêtement, coiffure, maquillage, bijoux. Mais avant de commencer, je voudrais vous dire 2-3 petites choses pour la suite. Déjà, je vais faire pas mal de généralités. À chaque fois que je vous dirai quelque chose de manière assez certaine, il faut que vous sachiez, que vous gardiez en tête qu'il y aura toujours des contre-exemples. Ensuite, je parlerai principalement des privilégiés, donc de la bourgeoisie de la cour. Des fois, j'essaierai de placer un peu de populaire, mais il faut savoir qu'en réalité, la mode, c'est quelque chose qui est à destination des gens qui peuvent se le payer. C'est vraiment un marqueur social. Il y a les gens qui sont in, il y a les gens qui sont out. Et donc, en fait, on est déjà au début 19e dans une société qui consomme énormément. Les modes changent très vite. Et donc, seuls les gens qui ont un peu de moyens peuvent se permettre justement de la suivre. Donc, c'est pour ça qu'il faut garder vraiment ça à l'esprit. Les femmes que je vais vous présenter, les modes que je vais vous présenter, ça ne correspond pas à la majorité de ce que les dames portaient à l'époque parce que ça va être vraiment une toute petite frange de la population, donc les bourgeoises plutôt et les dames de la cour. Ensuite, je vais utiliser principalement des sources primaires avec des journaux de mode. En l'occurrence, il y en a beaucoup qui viendront de Gallica, qui est un site en ligne de la BNF qui numérise beaucoup de documents d'époque. Et je vous conseille d'aller y faire un tour si vous avez l'opportunité, vous pourrez y glaner pas mal d'informations. Je vais aussi avoir pas mal de témoignages d'époque et puis je vais utiliser des tableaux. En ce qui concerne les images que vous verrez dans cette présentation, ce seront principalement des robes conservées dans des musées, des costumes de films réussis, parce qu'il ne faut pas croire, des fois il y en a. Et puis parfois je vais vous présenter des robes qui ne sont pas françaises mais qui auraient pu l'être. Et donc vu que j'ai trouvé intéressantes parce qu'elles illustraient bien mon propos, eh ben, je me suis permis de les mettre. Avant tout, il faut que je vous corrige un petit abus de langage. C'est vrai qu'on va parler de mode empire et donc vous allez me dire bah, c'est la mode qui est portée sous le premier empire. Oui, disons que c'est le premier empire qui a popularisé, qui a fait que cette mode est restée dans l'imaginaire collectif, dans l'inconscient collectif comme étant la mode empire. Mais le truc c'est qu'en réalité la mode empire c'est pas ça du tout. Ce qui se passe, c'est que c'est une lente évolution, la mode, et donc en fait, on va commencer à avoir les premières robes qu'on peut imaginer être des robes empire dès 1793, et on va arrêter d'en avoir peu avant 1830. Donc ce que j'appelle la mode empire, et ce que l'histoire du costume dit régulièrement comme étant de la mode empire, alors c'est un abus de langage complet parce que ça va couvrir la convention, le directoire, le consulat, l'empire et la restauration. Donc c'est pour ça que c'est quelque chose vraiment qu'il faut toujours garder en tête. La mode ça évolue lentement mais assez inexorablement, c'est-à-dire qu'en réalité il n'y aurait pas eu Napoléon Bonaparte et donc il n'y aurait pas eu l'empire, il n'empêche qu'on aurait eu ces robes très très longues blanches avec la taille sous la poitrine. Donc ça c'est quelque chose à garder en mémoire. Pourquoi? Parce qu'il y en avait déjà de toute façon avant l'arrivée de Napoléon au pouvoir. Ensuite, il faut s'imaginer que la mode, ce sont vraiment des fantaisies qui vont popper. Il y en a qui vont passer très très vite et il y en a qui vont rester de manière très durable. Et donc c'est cette fameuse évolution que je vais vous présenter aujourd'hui dans la vidéo. Et en fait, c'est absolument pas embêtant de parler mode empire. Pourquoi? Parce qu'en fait, la plupart du temps, si vous allez à un événement empire, vous allez vraiment pouvoir porter les modes qui correspondent à toutes ces périodes-là. Déjà à l'époque, il y avait des dames qui s'habillaient de manière démodée, soit parce qu'elles n'avaient pas les moyens, soit parce qu'elles n'aimaient pas les nouvelles modes, et puis aussi parce qu'il y avait des dames qui n'aimaient pas justement être trop à la page. Je suppose que vous, mesdames, si vous m'écoutez, vous n'êtes pas forcément habillées uniquement avec les modes de l'année. Peut-être que vous avez des vêtements qui datent de l'année dernière ou des années d'avant et que vous continuez à les mettre. Eh bien, il faut vous dire qu'à l'époque, c'était aussi le cas. Il n'y a guère qu'autour de l'empereur, justement sous l'Empire, où justement les dames ne vont porter que des nouveautés et très très à la mode, à la pointe de la mode. Mais en dehors de ça, dans la bourgeoisie, et puis si on descend un petit peu sur la petite bourgeoisie ou même sur le populaire, là il faut savoir que le temps de port d'un costume peut être assez long. Et donc c'est pour ça que c'est absolument pas gênant de venir à un événement empire en ayant une robe qui date d'avant.
J'irai même plus loin, il y a des dames qui sont un peu plus âgées que la jeune génération, qui elles vont justement préférer porter des robes très démodées, donc carrément des robes encore ancien régime. Ça peut arriver. C'est rare, mais ça arrive. Et puis, quant à la période restauration, donc qui arrive après le Premier Empire, parfois la mode est quand même très très proche entre l'Empire et la Restauration. Et donc en fait, il y a des grandes chances que si vous portiez une robe Restauration à un événement Empire, il n'y ait pas grand monde pour voir la différence et pour vous faire la remarque. Donc c'est pour ça que ça me semblait vraiment important de vous faire toute la période Empire et pas uniquement la mode sous le Premier Empire. Mais rentrons directement dans le vif du sujet. Je vais commencer par vous donner quelques dates clés qui vont vous permettre de mieux comprendre l'évolution de la mode à ces périodes-là. La toute première, c'est 1782, donc on est longtemps avant le Premier Empire, et en fait on a l'arrivée des robes tuniques, donc ces robes en une seule pièce qui s'enfilent par la tête. Et j'en reparlerai plus tard dans la vidéo, mais globalement, si cette robe-là n'était pas arrivée en France, il n'y aurait clairement pas eu la mode Empire telle qu'on la connaît aujourd'hui. Ensuite, 1793, on a complètement abandonné la pointe des corsages et la taille est complètement horizontale, elle est coupée, tranchée nette. Et en fait, on a la taille qui commence à remonter petit à petit. Et donc c'est pour ça qu'à partir de 1793, on est déjà dans la mode empire, même si on est longtemps avant le Premier Empire. Par contre, là, on est en 1815 et à ce moment-là, les jupes commencent à s'évaser grâce à des boudins et à des garnitures. Et en fait, ça va complètement changer la forme de la silhouette. Et ça, pareil, je vous montrerai tout à l'heure, mais vous allez voir, c'est assez flagrant et c'est vraiment une bonne façon de dater un costume selon si justement il y a ou pas ces boudins et ces garnitures. 1819, on a la taille qui commence à redescendre petit à petit. Donc à partir de 1819, ça va être constant, donc ça va être quelques millimètres par an. Et en fait, tout ça pour arriver à la période restauration où la taille sera quasiment revenue en bas des côtes. Donc pas encore à la taille normale, mais elle aura vraiment énormément descendu. Donc là, vous voyez sur ce costume de 1819, on a les garnitures en bas qui sont toujours existantes, bien entendu, et qui ont continué en fait à monter un peu et à s'élargir un peu, ce qui permet de changer complètement la forme de la jupe. En 1824, on a les manches qui vont commencer à s'élargir petit à petit et à partir du moment où elles commencent, elles vont plus s'arrêter pendant un petit moment et tout ça va donner en fait la robe typique de l'époque romantique. Donc avec les grosses manches gigot et puis avec cette jupe en forme cloche qui est vraiment très très typique de l'époque et donc ça c'est vraiment quelque chose à garder, c'est que quand la mode empire va avoir fini d'évoluer, elle va donner ce type de costume là. Laissez-moi d'abord vous parler de l'ancêtre de la robe empire. Il s'agit de la robe chemise, aussi appelée robe tunique, aussi appelée robe en gaule et aussi chemise à la reine. Elle a beaucoup de noms. Pourquoi est-ce qu'elle s'appelle chemise à la reine? C'est parce qu'en fait c'est Marie-Antoinette qui va la populariser à travers toute la France parce qu'en 1782, alors qu'elle se relève de couche, elle ne veut plus être engoncée, elle veut être à l'aise, elle veut pouvoir bouger. Et donc en fait elle va aller récupérer cette mode qui a apparu du côté de Bordeaux en France métropolitaine et donc elle va la rapatrier et donc elle va la mettre à l'honneur, elle va la porter. Ça va faire un énorme scandale parce que le tableau que vous voyez ici fait par Elisabeth Vigée-Lebrun va vraiment défrayer la chronique à l'époque. Il est même demandé à l'artiste de refaire un nouveau tableau où la reine serait décente parce qu'en fait une chemise à l'époque c'est vraiment un sous-vêtement. Donc quand on imagine tout de suite robe chemise, c'est vraiment c'est très très choquant pour les contemporains de l'époque. Ceci étant dit, ça gardera quand même le nom de robe chemise, même si ce n'est pas Marie-Antoinette qui en réalité a inventé cette mode. Donc comme je vous le disais tout à l'heure, elle vient de Bordeaux et avant cela, elle vient en réalité des colonies. Donc en fait, dans les îles, les femmes des armateurs ne pouvaient pas porter leurs grandes robes avec les corps balinés, ce genre de choses. Donc elles portaient ces robes très légères et très fluides, ce qui leur permettait d'avoir une grande aisance. Et quand elles sont revenues en métropole, elles ont continué à porter ces robes et donc petit à petit la mode s'est infusée jusqu'à être présentée à Marie-Antoinette qui l'a récupérée. Et donc par exemple ici vous avez celle à gauche du musée de la toile de Jouy qui est vraiment magnifique, qui est toute brodée, donc c'est vraiment une grande tunique qui a déjà quasiment toutes les caractéristiques de la robe empire, si ce n'est qu'elle a plus de liens au niveau de la taille, mais globalement elle est quand même très très proche de la robe empire. Donc vous voyez justement entre les deux robes il y a
assez peu de différence. Il y a à peine plus d'ampleur dans la robe chemise de gauche que dans la robe empire à droite. C'est-à-dire que par exemple, la circonférence du jupon, donc du bas de la jupe à gauche, est de 5 mètres sur celle-ci. J'avoue, j'ai eu la chance de la patronner, donc je peux vous dire, elle fait 5 mètres. Elle est vraiment très très large. Alors que celle de droite, pour avoir vérifié le patron, elle fait 4 mètres de circonférence. Donc elle est effectivement légèrement plus étroite, mais c'est vraiment très léger. Et effectivement, on ne se rend pas compte que les robes empire peuvent avoir vraiment des longueurs d'ourlet assez importantes, mais c'est quelque chose qu'il faut garder en mémoire. Et donc cette fameuse robe empire, donc que vous voyez au centre de l'image, elle va continuer à évoluer. Et donc vers 1815, elle va justement donc se parer de garnitures en bas. Donc ici, cette photographie vient de l'exposition Napoléon et la mode, qui est une très très bonne exposition et donc qui présente l'évolution de la mode sous Napoléon. Donc là, on est vraiment en fin de règne de Napoléon. Et donc vous voyez que la jupe commence à s'évaser. Et puis après, là on est vers 1824-1825, et donc là très très clairement la jupe est encore de plus en plus large et on voit que les manches commencent déjà elles aussi à s'agrandir. Et donc ça va donner la fameuse robe romantique, et là on n'est plus dans la période empire. Mais là vous avez effectivement sur ce peu de photos, vous avez toutes les évolutions en fait de la robe chemise pour donner donc la robe empire, puis ensuite la robe romantique. Et donc on reste sur les robes tuniques, et en fait il faut savoir qu'il y a eu aussi des robes de couleur. Donc ici vous avez une reproduction pour le film The Duchess, mais qui est très très historique, et donc effectivement qui elles ont donné des robes empire, avec vraiment toutes les caractéristiques de l'empire, mais vous voyez qu'elles ne sont pas blanches et elles ne sont pas diaphanes et transparentes. Elles sont en taffetas de soie sans doute, très très léger, mais il n'empêche que donc elles sont colorées. Donc rien ne vous empêche le jour où vous faites une robe empire d'opter pour une couleur, d'opter pour des motifs. Alors là il faudra faire attention, donc par exemple les rayures, il y a très peu de probabilité de vous tromper, mais je parlerai un peu plus dans les prochaines vidéos des motifs que vous pouvez utiliser pour faire votre robe empire. Et après il y a même de la réutilisation de tissus, parce qu'en fait il faut savoir que les tissus à l'époque sont très très solides, ça coûte très cher, donc en fait on recycle. Et donc là c'est sans doute une robe vers 1750-1760, une robe à la française qui a été démontée à droite pour fabriquer cette fameuse robe avec la coupe empire. Donc ce qui veut dire qu'en réalité vous pouvez réellement opter pour un tissu des époques passées. Par contre effectivement le rendu ne sera pas forcément identique, parce que vous voyez à droite le tissu est très rigide, et donc en fait la robe a tendance à être un peu large, alors que sur celle totalement à gauche vous voyez que le tissu est assez fluide, et donc la robe tombe directement, et donc on a effectivement une forme de robe qui correspond mieux au canon de beauté de l'époque empire. Je vais maintenant vous parler des robes croisées. Sur ce tableau, on est en Angleterre, mais on est vers 1785 à peu près. Et donc en fait, il y a ces fameuses robes croisées qui existent et qui vont en fait arriver en France et qui vont avoir vraiment une très très grande vogue en France sous l'époque empire. Donc justement ici à droite, vous avez une robe croisée, et on va retrouver énormément dans les sources. On va aussi retrouver énormément de tuniques croisées. Donc les tuniques, j'y reviendrai tout à l'heure, c'est un petit peu quelque chose qu'on met au-dessus d'une robe. Vraiment la mode croisée, on la trouve déjà au 18e et on va la retrouver encore à la période empire. Et en réalité, tous les types de vêtements, vous allez les retrouver à la période empire. Par exemple, ici, vous avez un corsage vers 1760-70, donc il est en soie brochée, il est très très rigide, il correspond vraiment à l'époque, à la mode de l'époque. Et en fait, il va donner naissance à ce type de corsage ici vers 1790, donc un corsage en coton, beaucoup plus souple, où la taille commence à remonter et qui a déjà pas mal de caractéristiques qu'on verra sur la mode empire dans les prochaines vidéos. Et donc après, sous la mode empire, justement, vous allez retrouver ce type de petit corsage, et donc vous voyez qu'en réalité les corsages empire, eux non plus, n'ont pas popé du jour au lendemain. C'est vraiment une lente évolution qui va donner naissance à ces modes dites empire. Un autre exemple avec ce corsage, donc ce petit caraco vers 1770 à peu près, quand il va évoluer en ce corsage de gauche, donc qui est un pierrot.
Et donc la taille petit à petit va se mettre à monter et donc on va avoir ce type de corsage qui vont continuer à exister. Par contre, petite particularité à signaler, c'est que petit à petit on va perdre la pointe qu'il y avait devant le corsage 18e. Cette pointe là va complètement disparaître et au profit d'une taille complètement horizontale. Et ça c'est vraiment aussi une des caractéristiques qu'on va retrouver sur la mode empire. Et donc en fait ces petits corsages vont continuer à exister, la taille va continuer à monter et après on va la retrouver avec les caractéristiques de la mode empire. Vous avez les robes à l'anglaise, donc très célèbres robes à l'anglaise. Donc ici par exemple vous avez une robe à l'anglaise en coton, donc vous voyez qu'on est déjà sur les matières qu'on va retrouver justement sous la mode empire. Et donc en fait ce qui va se passer c'est que petit à petit les dames vont commencer à détacher le jupon de leur robe et vont les remonter d'année en année. Donc on a énormément de robes qui existent, qu'on a encore dans des musées et qui en fait en réalité là comme on le voit sur cette image là, on a vraiment la taille qui a été redécoupée, qui a été remontée en fait, et vraiment c'est assez amusant parce qu'on voit des fois plusieurs lignes de couture, donc d'année en année hop elles remontent en fait le niveau de la ligne de taille de leur jupe et en fait petit à petit elles retirent les jupons aussi, ce qui va leur permettre d'obtenir à terme cette fameuse mode empire. Parlons maintenant des robes à l'anglaise. Donc ça, la robe à l'anglaise, c'est la mode sous Marie-Antoinette qui est très 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 célèbre. Et donc ces robes à l'anglaise, là, elles aussi vont évoluer. Donc ici, vous avez encore une robe à l'anglaise. Et donc petit à petit, donc elle va évoluer. C'est-à-dire que le corsage, comme je vous disais, va se couper. On va perdre la pointe qu'il y avait devant. Et en fait, la taille va monter. Mais en dehors de ça, c'est simplement une évolution justement de la robe à l'anglaise. Les fameuses robes redingotes, quant à elles, donc, vont continuer elles aussi à évoluer. Donc à gauche, on a la version vers 1790. Donc petit à petit, la taille va vraiment, donc, comme je vous le disais, devenir horizontale, va commencer à remonter de plus en plus. Et donc en fait, on les retrouvera aussi sous la mode empire. Mais par contre, elles vont avoir changé d'utilité. C'est-à-dire que avant c'était des robes et puis ça va devenir vraiment des redingotes, donc en fait des manteaux. Donc c'est la petite caractéristique particulière donc, de cette mode-là. On a aussi donc les robes ouvertes. Ici on est sous l'Ancien Régime, donc on voit qu'en fait le manteau de robe se retrouve au niveau de la poitrine. Donc le manteau de robe c'est la partie qui est en gris clair sur l'image. Et donc en fait ce type de costume va encore exister sous la période Empire. Et là, vous allez me dire, bon, c'est bon, on a tout saisi, les robes, elles évoluent, la mode empire, elle n'est pas arrivée du jour au lendemain, c'est une évolution lente de mode qui était déjà préexistante. Et là, vous aurez raison. Donc effectivement, c'est modifié, la taille remonte, on retire les jupons, la pointe du corsage disparaît, et hop, c'est bon, on a la mode empire, c'est bon, on a tout saisi. Voilà, donc on pourra en finir là. Mais en fait, pas du tout, parce qu'en réalité, déjà à l'époque, il faut savoir que sur les gravures de mode, ils parlent toujours de costume. Donc en fait, le costume, c'est l'intégralité de la silhouette. Ça va être le chapeau, ça va être la coiffure, les bijoux, les accessoires, etc. Et ça, c'est très très important. Sur les gravures de mode, on parle donc de costume de promenade, on parle de costume de bal. Et c'est vraiment toujours l'idée que la robe c'est un tout petit élément du costume, mais ça fait pas l'intégralité du costume, donc c'est ça qu'il va vraiment falloir aussi garder en tête. Ensuite, l'Empire, c'est une période qui est remplie de détails. C'est vraiment l'ère des accessoires. Donc par exemple ici sur ce tableau-là, quand on regarde, la dame elle a donc un peigne, une paire de boucles d'oreilles, elle a un collier. Autour du cou, elle a donc un fichu, c'est le foulard bleu donc qui s'y trouve. Au-dessus du fichu, donc entre le fichu et le collier, elle a aussi un collet, donc en dentelle. Elle a aussi une ceinture qui est rajoutée, donc qui est rapportée à la robe. Elle a un châle en cachemire, donc qui est négligemment passé autour de ses épaules. Et puis dans la main, elle a une paire de gants. Donc vous voyez que rien que sur cette image-là, on voit quand même la personne d'assez près. Il y a déjà 8 accessoires. Et en fait, la robe, en réalité, c'est comme une toile qui serait vide, et en fait c'est tous les accessoires qui vont faire que si vous voulez avoir le tableau entier, il faut absolument avoir l'ensemble des accessoires. Donc si on reprend à zéro, on est sous la Convention, donc à partir de 1792 jusqu'à 95. Donc comme vous pouvez le voir ici, en fait la mode est très très proche de la mode sous l'Ancien Régime. Par contre, on a déjà plein de caractéristiques de l'Empire. Donc la taille a déjà commencé à remonter, le corsage, il y a déjà plus de pointe
du tout sur le corsage. La silhouette est quand même très verticale, donc vous voyez qu'on a retiré pas mal de jupons et de choses comme ça. Et donc en fait on retrouve déjà donc toutes les caractéristiques de la mode empire, mais on retrouve encore aussi beaucoup de caractéristiques de l'ancien régime. On a tout simplement des coiffures qui sont beaucoup plus lâches qu'elles ne l'étaient, mais sinon sur le reste on retrouve tous les accessoires qu'on aurait pu trouver sous l'ancien régime. Ensuite, on arrive au directoire. Et là, sous le directoire, on va avoir, donc ici par exemple, vous avez des robes croisées, donc de couleurs. Donc vous voyez que là encore, la coiffure a petit à petit, c'est encore simplifié. La mise est quand même assez proche de la mise de la période précédente que je vous ai montré juste avant, mais la taille a vraiment commencé à augmenter de manière drastique. Elle arrive vraiment sous la poitrine. Ici, vous avez donc deux silhouettes qui sont très très bien faites parce qu'en fait, on retrouve vraiment l'ensemble des accessoires et donc c'est comme je vous le disais tout à l'heure, vous voyez qu'en fait la robe, c'est juste une petite partie du costume. Là, vous avez vraiment tous les accessoires, donc entre les cols, entre les ceintures, les parures dans les cheveux, etc. C'est vraiment ça qui va vous donner l'intégralité de la mise. Et vous voyez que là, la silhouette est vraiment très très verticale, il n'y a plus du tout de jupon, mais par contre, on retrouve quand même un peu des éléments qu'on peut retrouver déjà, qu'on avait déjà sous l'ancien régime. Donc ça, c'est quand même assez intéressant de se dire que le directoire a encore un pied dans le 18e, très clairement, même s'il a le deuxième pied déjà dans le 19e, si vous me permettez l'image. Après, ce qu'il faut aussi savoir, c'est que le directoire est très 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 célèbre pour les incroyables et les merveilleuses. Donc justement, j'étais un peu obligée d'en parler. Et donc en fait, les merveilleuses, elles ont vraiment une mise empire, si ce n'est que c'est une mode à l'époque qui est très très tape à l'œil, très tapageuse, c'est-à-dire qu'en fait elles sont généralement nues sous leur robe, très suggestives, elles se tiennent de guingois parce qu'en fait c'est un peu le principe des incroyables et des merveilleuses, c'est que justement ils sont là pour choquer les gens qu'il y a autour d'eux. Ce sont la plupart d'entre eux des royalistes. Et en fait, il faut vous imaginer que les incroyables et les merveilleuses, à l'époque, bon là on a des caricatures, mais c'est un peu des punks en fait. Ils sont vraiment là pour choquer, ils sont dans la démesure, ils vont à l'extrême de toutes les modes. Et donc ça, il faut vraiment le garder. Et en plus, c'est une jeunesse dorée qui est très très violente. Donc c'est aussi un peu les hooligans de l'époque. Donc vous imaginez le mélange punk plus hooligan, c'est vraiment ce que ça pouvait inspirer à l'époque. Et donc malgré tout, même si c'est assez peu de personnes en fait qui ont adopté ce genre de mode, le truc c'est que ça a quand même durablement marqué son époque. Et donc clairement, ça a beaucoup beaucoup marqué la mode. Et donc même si la mode a un peu regardé très dédaigneusement les merveilleuses, il n'empêche que la mode a été piochée allègrement dans toutes les caractéristiques de ce que portaient les merveilleuses justement à l'époque. Donc là, vous avez encore une autre gravure parodique, mais qui est assez... Voilà, moi, je les trouve très amusantes. Et puis, je trouve que, pour le coup, les modes féminines, elles donnent quand même un très clair aperçu de la mode féminine à l'époque, même si c'est une gravure parodique. Bien entendu, on va avoir donc des merveilleuses très célèbres. Donc ici, vous avez Madame Récamier à gauche, Madame Tallien à droite et Madame Bonaparte, enfin Madame Beauharnais puis Madame Bonaparte au centre. Donc en fait, c'est vrai que souvent on parle d'elles comme étant des merveilleuses, mais elles ne correspondent pas en fait au courant de pensée politique des merveilleuses, même si ce sont des merveilleuses reconnues. Ce que l'histoire va garder d'elles, c'est que ce sont des dames très très intelligentes, qui ont vraiment un carnet d'adresses très chargé, très accompli. Ce sont des salonnières, donc elles vont vraiment recevoir du public assez régulièrement. Elles vont faire la vie culturelle en fait de l'époque. Donc vraiment, on est loin des hooligans et des punks dont je vous parlais tout à l'heure. En fait, leur mise, même si il est vraiment très proche des merveilleuses dont je vous parlais avec les gravures précédentes, il n'empêche qu'elle est quand même plus sage, même si ces dames jouent énormément sur la transparence, parce qu'en fait, leur relationnel est quand même énormément basé aussi sur la séduction. Donc vraiment, ces trois dames-là ont énormément fait le directoire. Et donc c'est vraiment très très important de parler d'elles, parce que vraiment elles vont avoir pesé énormément dans l'écriture de la mode de l'époque. Période suivante, le consulat.
Et là, vous voyez donc ici une gravure par exemple de la période consulat, et c'est quand même très très proche de ce qu'on verra plus tard sur la période empire, si ce n'est que la taille est quand même encore assez basse, donc elle sera beaucoup beaucoup plus haute sous l'empire. Là vous avez donc à droite une gravure de mode de la fin du consulat, et donc vous voyez qu'en fait elle continue encore un peu à monter, mais elle a encore 1 à 2 cm sous la poitrine à la fin du consulat. À gauche, en tout début de consulat, elle est encore quelques centimètres plus bas, donc ça, comme je vous disais tout à l'heure, ça continue à monter tout doucement. Et vous voyez ici par exemple aussi on est sur la fin du consulat, et vous voyez que là la taille, donc même si c'est pas la taille naturelle, on n'est pas juste sous la poitrine forcément. Maintenant à cette même époque il y a différentes modes qui coexistaient, donc il y avait aussi des robes plus hautes, mais des robes basses aussi qui étaient plutôt la norme à vrai dire pour l'époque. Vous voyez ici pareil, donc sur cette gravure là, donc on est vraiment 3 ou 4 cm en dessous de la poitrine, donc la robe fait vraiment un écrin pour la poitrine. D'ailleurs, là, vous voyez sur ces deux gravures-là, on voit très clairement que les dames n'ont pas de corset ou n'ont rien pour soutenir la poitrine, parce que la poitrine est quand même relativement basse. Je ne vais pas dire qu'elle est tombante, c'est pas le cas, mais elle est quand même très très basse par rapport à ce qu'on trouvera un peu plus tard sous le Premier Empire. Donc là, on est vraiment sur une période pendant laquelle il y a officiellement plus de corset. Je dis officiellement parce qu'en fait, il y a toujours eu des dames qui porteront le corset de toute façon, même à des périodes où c'était plus la mode. On arrive maintenant dans le cœur de la période avec l'Empire, et plus exactement le Premier Empire. Contrairement à avant, on avait des fashionistas qui vont aller inspirer leurs contemporaines. Pendant l'Empire, on a vraiment une personne qui va aller dicter la mode, qui va poser des cadres, et la mode n'a plus le droit de sortir de ces cadres. Elle peut être créative, mais elle doit rester dans ces cadres-là. Cette personne-là, bien entendu, c'est Napoléon Bonaparte. Qu'on se mette bien d'accord, il n'a pas influé la mode en termes de falbala ou de couleurs tendance ou ce genre de choses. Il a vraiment une approche purement économique, industrielle, et en fait, il a deux problématiques quand il arrive au pouvoir. La première problématique, c'est que la mode intégralement est au coton léger, et en réalité il n'y a que les Anglais qui fabriquent ce genre de matière, parce que le coton français est plus épais, on n'arrive pas à avoir ce type de finesse encore à l'époque, et donc en fait il se retrouve avec une industrie complète française qui va se fournir en Angleterre, chez l'ennemi, donc il va aller financer l'Angleterre. Donc déjà pour lui c'est absolument pas envisageable. Ensuite, deuxième problématique qu'il a, c'est que il se retrouve avec des villes entières dont l'industrie est basée sur le textile qui sont au chômage. Il se passe quasiment plus rien au niveau de certaines fabriques. Chez les soyeux lyonnais, c'est la sinistrose parce qu'en fait, les vêtements à l'époque ne sont plus vraiment en soierie. On adore vraiment les cotons, les laines et ce genre de choses. Donc, il se retrouve avec une vraie crise économique dans ce type de ville, et ça devient très très problématique pour lui. De plus, il veut absolument que la mode française soit faite avec des matériaux françaises, des techniques françaises. Donc il ne va pas hésiter à aller piquer entre guillemets des techniques aux pays étrangers, potentiellement aux ennemis, donc tels que l'Angleterre, mais par contre il va aller relocaliser en fait ses fabriques en France si jamais elles n'existent pas encore, et il va vraiment énormément influencer la mode sur ce point-là. Donc, en interdisant certaines matières, en interdisant des importations parce qu'il y aura un embargo en fait entre la France et l'Angleterre. Il va aussi énormément influer en fait en demandant à la deuxième personne qui faisait la mode de cette époque-là, c'est-à-dire son épouse, donc l'impératrice Joséphine, de porter des choses avec par exemple plus de broderie, ce qui va permettre en fait aux brodeurs français de pouvoir avoir un job à la fin de l'année. Donc voilà, donc c'est vrai qu'en fait c'est vraiment ce couple-là qui au final va énormément dicter la mode. En plus, Joséphine en elle-même est très très férue de mode, elle adore ça, c'est une grande collectionneuse de vêtements, c'est vraiment une fashion victime dans le sens moderne du terme, comme l'était Marie-Antoinette avant elle. Et donc ces deux personnes-là vont vraiment faire la mode empire. Et la mode empire, comme vous pouvez le voir ici sur cette gravure, là la poitrine est vraiment très très relevée. On voit d'ailleurs à la forme des seins à gauche qu'elle est posée en fait cette poitrine sur un support. Et donc en fait on a vraiment le retour du corset à cette époque-là,
tout doucement au début, donc ça va être émulé en quelque sorte par la coupe de certains costumes, et en fait petit à petit le corset en lui-même va revenir, et donc on va avoir vraiment une mode pendant laquelle la poitrine est vraiment sous le menton. Donc moi des fois j'appelle ça aussi une mode plateau à seins, dans le sens où vraiment la poitrine n'est pas du tout à sa place naturelle, elle est beaucoup plus haut par rapport à ce qu'elle devrait être. Elle est surtout pas écrasée. J'avoue que c'est quelque chose que je vois souvent en reconstitution historique, où on voit des dames qui ont la poitrine complètement aplatie, et en fait si vous regardez cette gravure, si vous regardez le tableau donc avec Joséphine à droite, la poitrine est posée sur cette espèce de plateau de tissu qui est le corsage de la robe empire, et ça c'est vraiment très 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 important à retenir. Donc on a ici des exemples vraiment typiques de la robe empire, et comme vous pouvez le voir, donc là la taille est très très haute à droite, elle est vraiment sous la poitrine, donc ce que je vous disais. La poitrine est même soulevée légèrement, donc la taille est vraiment au niveau de la poitrine, et donc on retrouve donc ici, on a vraiment la quintessence de la mode empire, et c'est normal, on est sous le premier empire. Ici, vous avez encore d'autres exemples, donc avec des tableaux. On a vraiment l'exemple là par rapport à la poitrine sur la dame en noir à droite. Vous voyez qu'elle a vraiment les seins qui défient les lois de la gravité. Et ça, c'est grâce au port d'un corset. Elles ont énormément d'accessoires, toutes. Et donc, voilà, donc c'est quelque chose qui est vraiment important. C'est que sur l'Empire, les accessoires vont complètement changer par rapport à ce qui existait avant. En fait, on a vraiment tracé un trait là sur le 18e. On rentre de plein pied sur le 19e, et donc en fait la mode empire sous le premier empire est vraiment beaucoup plus sophistiquée qu'elle ne l'était les années précédentes. Donc ici vous avez une robe typique de l'époque empire, donc avec les petites manches ballons, un grand décolleté brodé, qui donne une silhouette très très longiligne, très mince. Mais qu'on se mette bien d'accord, des dames rondes, il y en avait à l'époque, elles portaient très très bien la mode empire. Malheureusement effectivement moi toutes les gravures que j'ai, il n'y a pas de dame ronde, parce que ça ne correspond pas au canon de beauté de l'époque, mais sérieusement si jamais la robe est bien taillée, il n'y a absolument aucun souci à porter une robe empire, quel que soit votre poids. Ça fera pas chemise de nuit, justement dans d'autres vidéos je vous donnerai pas mal de conseils pour éviter cet aspect là, et je vous assure que il n'y a absolument pas de problématique liée au poids. La forme empire, si elle est bien taillée, va à tout le monde. Par contre si elle est mal taillée, elle ne va à personne. Même les dames très très longilignes et très fines ne pourront pas, pourront porter cette mode, donc effectivement ça ira à peu près, mais la forme de la robe ne correspondra pas à la réalité. Donc c'est pour ça que ce sera très important de suivre un peu les conseils que je donnerai dans la vidéo numéro 3 si vous n'avez jamais fait de mode empire. Ce qui se passe, c'est que vers 1815, donc là en fait on est en train de quitter l'Empire, donc la mode va vraiment changer, il va y avoir, donc c'est une des dates clés que je vous ai donné un peu plus tôt dans la vidéo, et donc en fait on va commencer à avoir de plus en plus d'applications et de décorations en bas des robes, et en fait ces décorations, donc ça s'appelle des garnitures, vont commencer à monter. C'est-à-dire qu'avant 1815, il pouvait arriver qu'on ait des garnitures en bas des robes, mais c'était vraiment très en bas des robes. Ça permettait de plomber la robe, donc de faire qu'elle tombe bien, et ça permettait d'écarter légèrement la robe des pieds, mais ça se passait vraiment au niveau des pieds. Alors que là, à partir de 1815, la garniture remonte, et donc en fait, mécaniquement, ce qui va se passer, c'est que la robe va s'écarter des jambes de la dame qui la porte. Et donc après, on va arriver donc avec des garnitures, vous voyez, qui montent de plus en plus, qui seront de plus en plus volumineuse, et en fait en réalité on sait qu'on est sur une robe passée 1815 grâce à ce genre de détails. Donc ça c'est vraiment quelque chose de très important à retenir. Ici, on a encore deux robes qui sont passées 1815. Donc, comme vous pouvez le voir, en fait, elles ont des garnitures. Celle de gauche a une espèce de petites boules de tissu qui sont garnies de ouate, donc du coton, en fait, qui est posé à l'intérieur et qui va justement permettre que le jupon s'écarte des jambes de la personne qui porte la robe. Tout comme sur l'image de droite, en fait, on a des garnitures en ruban, donc tout en bas, et en fait, qui sont potentiellement soit remplies de ouate, elles aussi, ou bien d'un crin, donc en fait d'une matière assez rigide, ce qui va permettre d'écarter complètement et de plus en plus la robe des jambes de la personne. Et donc là vous avez un exemple où on voit, par exemple ici vous avez une redingote, donc qui est assez proche des redingotes d'avant 1815, mais il commence à y avoir des particularités assez importantes qui font qu'on arrive à déterminer à peu près la date. Ici donc vous voyez qu'il y a déjà des grosses manches, donc les manches ont commencé à grossir, donc là je sais que je suis après 1823.
parce que si vous vous rappelez les dates clés, en 1824, on a ces manches qui apparaissent. Donc là, vu la taille des manches, elle date de 1824-1825 à peu près. Et par contre, il y a une autre caractéristique qui est importante, c'est qu'en réalité, si vous regardez bien, en fait, le buste est enfin la ligne de taille est déjà en train de redescendre. Donc ce qui veut dire qu'on a passé 1819. Et donc en fait, si on dessine un premier triangle avec la jupe et un deuxième triangle, en fait, vous voyez que systématiquement, à partir des années 1820, on va avoir de plus en plus cette silhouette en deux triangles qui vont s'imbriquer, qui vont former un espèce de sablier. Et en fait, cette tendance-là, elle va être de plus en plus présente, et en fait là on est vraiment à une période charnière entre la mode empire et la mode romantique. Donc le jour où je vous ferai une vidéo sur la mode romantique, je serai obligée de vous parler de cette époque là, parce qu'elle est vraiment elle a un pied dans le premier empire et un pied dans la période romantique. Donc voilà, mais pour moi elle continue à faire partie de l'empire, parce qu'on n'a pas encore totalement les caractéristiques, on a plus de caractéristiques du premier empire que de caractéristiques de la mode romantique. Donc ici, vous avez encore une robe, comme vous pouvez le voir. La forme en fait des robes est complètement en train de changer. D'ailleurs, on voit que les tissus deviennent de plus en plus rigides. Et donc ça, c'est vraiment les caractéristiques qu'on va avoir sur les robes période restauration. Donc justement, si on revient sur la restauration elle-même, donc on est juste à la chute du Premier Empire. Donc en fait, on va avoir des robes qui sont typiques Empire, si ce n'est que donc ici, comme vous pouvez le voir, les garnitures en bas, encore et toujours, qui permettent en fait à la robe de s'évaser, enfin au jupon de la robe de s'évaser de plus en plus. Ensuite, donc là on a passé les années 20 à droite, et en fait vous voyez que la garniture continue de monter, et surtout la taille commence à descendre. Et on retrouve donc, je vous ai montré tout à l'heure, je vous ai dessiné les deux triangles. Et en fait, ces deux triangles imbriqués qui forment une espèce de sablier, là on voit vraiment que la silhouette est en forme de sablier, mais la silhouette de la robe entière, pas de la dame, pas le buste de la dame. Et donc en fait, cette forme de sablier, elle va être de plus en plus présente sur toute la période suivante, donc la période romantique, et on la retrouvera encore au début de l'époque des crinolines. Et donc là, vous voyez, on a une mode en 1829. Donc là, vous allez me dire, mais ça n'a aucun rapport avec le Premier Empire, et vous aurez raison. C'est-à-dire que 1829, c'est vraiment une année charnière. On a encore des robes qui ressemblent énormément à du Premier Empire, qui sont plus Premier Empire que romantique, mais on a aussi des robes qui sont plus romantiques que Premier Empire. Donc celle-ci que je vous ai mis au centre de l'image, elle est très très clairement romantique, même si vous verrez, en fait, si vous regardez plus tard cette vidéo, vous pourrez reconnaître assez facilement plein d'éléments qui sont vraiment piqués du Premier Empire. Et donc à la période romantique, alors je vous l'ai mis rapidement pour la culture générale, donc les modes vont ressembler à ça, donc avec des énormes manches gigots. Donc en fait on a les robes de la fin de la période restauration, donc les manches ont déjà commencé à gonfler, vont continuer à gonfler, la taille va continuer à descendre, et puis du coup l'évolution de ces robes-là à terme, ça sera les crinolines. Maintenant qu'on a vu un petit peu les évolutions de forme de vêtements et d'accessoires et tout ça, maintenant passons aux inspirations de la mode empire. Et ça, c'est assez important de les connaître, parce que si vous les connaissez, ça va vous permettre en fait de pouvoir plus facilement lire et décrypter la mode empire. Donc la toute première des inspirations, c'est l'Antiquité. Et l'Antiquité, entre nous, ils en mettent partout, mais vraiment partout. Tout est à la grecque, à l'étrusque, à la romaine, etc. Les robes à la vestale. Enfin, il y a de l'Antiquité à toutes les sauces. Il faut savoir qu'on aimait l'Antiquité déjà avant toutes ces périodes-là, parce qu'en fait, il y a les fouilles d'Herculanum quelques décennies plus tôt. Donc l'Antiquité, dans tous les cas, a été quand même une passion de l'époque. Mais il faut dire que sous le Consulat, ça va vraiment être le moment, enfin l'âge d'or, où on va aller pomper allègrement l'Antiquité, parce que vraiment, c'est une Antiquité fantasmée. Donc c'est pas une Antiquité très réaliste et très historique, on va dire. Mais c'est vrai que tout est teinté d'antiquité dans tous les sens. Donc vraiment, ça c'est très très important à garder en mémoire. Ici par exemple, vous voyez un voile à l'iphigénie, et donc on voit très clairement, il y a même les lauriers autour du voile et ce genre de choses. Donc on est vraiment sur des drapés qui rappellent l'Antiquité. Là ici vous avez une dame qui est drapée dans un châle, et en fait vous voyez que très clairement ça rappelle énormément les sénateurs romains. Enfin moi en tout cas c'est le premier truc qui me vient à l'esprit quand je vois l'image de droite. La deuxième inspiration, ça va être l'Orient. Il faut savoir qu'on était déjà très férus d'Orient avant donc les périodes d'Empire. Donc déjà sous l'Ancien Régime, il y avait beaucoup de robes qui étaient
inspiré de choses turques. Donc il y avait les robes à la turque, les robes à la lévite, etc. Donc il y a déjà cet amour de l'Orient qui existe, cette fascination. Ensuite, le retour de Napoléon de la campagne d'Égypte va vraiment relancer complètement cet amour de l'Orient. Et donc, au retour de Napoléon, tout va devenir à l'égyptienne. Donc voilà, donc vous voyez par exemple les tuniques à la mamelouk, les châles turcs, ce genre de choses. Donc ici, vous avez des exemples. Donc vous avez des dames qui, comme vous pouvez le voir, en fait, par exemple ici, portent un châle d'Égypte, portent le turban. Donc vraiment des gros clins d'œil aux cultures orientales. L'inspiration suivante est beaucoup moins exotique, il s'agit de l'Angleterre. Et c'est terrible pour Napoléon parce qu'en fait c'est vraiment l'ennemi, celui à abattre, et pourtant la mode ne cesse d'emprunter des choses à l'Angleterre et il y a plein de choses qui portent le nom à l'anglaise. Ça revient assez fréquemment. Ça devait faire vraiment enrager Napoléon de manière assez importante. Il y en a plus ou moins à travers l'histoire, donc très clairement sous le Premier Empire, on n'ose plus trop les nommer comme ça, même si il y a des appels du pied quand même régulièrement sur l'Angleterre. Déjà par exemple vous avez les fameuses capotes anglaises, donc les chapeaux qui sont vraiment très portés à cette époque-là. Après vous avez plein de noms qui sont toujours régulièrement à l'anglaise. Vous avez par exemple ici donc la douillette anglaise, donc qui a un manteau qui protège du froid. Ici vous avez un Spencer de Nankin, donc le Spencer c'est très clairement une appellation anglaise. Donc c'est pour ça, même si l'Angleterre c'est l'ennemi à abattre, il n'empêche que elle continue de ci de là en fait à inspirer la mode française, même si il y a assez régulièrement des choses qui sont renommées pour justement éviter d'avoir des consonances anglaises. On le voit vraiment à partir du moment où Napoléon arrive au pouvoir. L'inspiration suivante, et pas des moindres, c'est la Renaissance. Donc en fait ici par exemple vous avez une dame qui porte un bonnet à la Marie Stuart qui est clairement un attifet Renaissance. Vous voyez qu'elle porte du velours, donc qui est la matière de l'époque, avec des drapés sur les bras. Vous voyez qu'elle porte des perles, donc vraiment beaucoup de clins d'œil à la Renaissance. Celle de droite, c'est tout pareil. Elle a toujours une robe en velours, elle a des manches avec des crevés, elle a un béret, elle porte des perles. Enfin, là vraiment tout dans son look est inspiré par la Renaissance. Ici, la dame du milieu, elle porte carrément une fraise et elle a toujours cette robe en velours. Donc vraiment, la Renaissance, c'est quelque chose qui est très présent à l'époque, sous le Premier Empire. Et pourquoi? Parce qu'en fait, tout simplement, quand Napoléon arrive au pouvoir, il a besoin d'aller rappeler aux Français qu'il est légitime. Et donc, il ne peut pas aller trop rechercher des choses récentes parce qu'il ne faudrait pas rappeler aux gens qu'il y avait des rois avant et ce genre de choses. Donc en fait, il va quand même aller taper un peu plus loin. Donc il va aller dans une période sur laquelle, dans l'histoire de France, en fait, qui est reconnue comme étant une période faste, donc économiquement et culturellement. Et donc au niveau des arts, clairement, si on parle de l'âge d'or français, à l'époque, c'est la Renaissance qui s'impose. Et donc en fait, en mettant de la Renaissance dans la mode Premier Empire, il va justement pouvoir aller montrer au peuple qu'il est dans la ligne droite de l'esprit de la Renaissance. Et donc, ce qui permet vraiment de soutenir sa propagande, parce qu'il ne faut pas l'oublier, la mode est politique, c'est très politique. Et du coup, là, on a vraiment la mode comme outil de propagande par Napoléon. Une inspiration très importante, ça va être les arts, parce qu'en fait, déjà depuis l'Ancien Régime, on représente les actrices en tenue de scène dans les journaux de mode, et ça va vraiment inspirer énormément les dames qui vont les voir et qui vont dire hey, cet accessoire est sympathique, ou j'aime bien la mise globale de la dame, et donc en fait vont vraiment s'en inspirer, et beaucoup de créateurs vont nommer leur création par rapport à ce qu'ils vont avoir vu sur scène. Donc là par exemple ici sur cette gravure là c'est un ballet, par contre ici à gauche donc c'est Saint-Aubin dans Primrose, donc là on est sur du théâtre, donc vous voyez qu'on est pourtant dans un supplément au costume parisien, donc vraiment un journal de mode. Et ce qui est assez amusant, c'est que peu après cette gravure là de gauche, vous avez celle-ci qui apparaît, et celle de droite, donc c'est une dame qui est vraiment habillée en tenue de ville, vous voyez qu'elle a même un tablier, ce genre de choses, et pourtant elle a un chapeau à la Primrose, donc vous voyez qu'en fait le chapeau de l'actrice sur scène, qui était donc un costume de scène, devient un accessoire de ville. Donc il y a vraiment une très grande perméabilité entre la scène et la ville.
Vous avez ici par exemple aussi un chapeau à la Pamela, sachant que c'est une pièce du XVIIIe siècle où le personnage principal s'appelle Pamela et donc pendant des décennies et des décennies, le chapeau à la Pamela va exister, il va évoluer, mais il va rester vraiment très très présent et ça va vraiment être un blockbuster de l'époque. Dernière inspiration, mais très très importante, la rue. Pourquoi? Parce qu'en fait, on est vraiment dans ces périodes-là, on est après la Révolution, et le truc, c'est que donc il n'y a plus d'aristocratie, on est vraiment dans l'âge d'or de la bourgeoisie. Et donc en fait, ce qui va se passer, c'est que les gravures de mode, donc dans les journaux de mode, vont s'inspirer de scènes et de personnes vues en réalité donc dans les rues. Donc là par exemple vous avez Grisette en négligé du matin faisant sa provision au marché des 15-20 et un peu plus bas vous avez écrit dessiné d'après nature le 28 germinal. Donc vraiment on donne tous les détails de la mise et en plus on explique ce que fait la dame et on donne le nom de la rue. Et ça vous allez le retrouver dans plein de gravures. La grande majorité des gravures ont ces indications-là de l'endroit où la gravure a été dessinée. Donc ici vous voyez par exemple à droite tout en bas vous avez là encore la mention d'un parc et donc ce qui est assez amusant c'est que ces rues et ces parcs reviennent assez régulièrement et donc ce qui fait que les coquettes de l'époque se donnent un peu le mot et puis surtout leur souhait c'est justement un jour d'être prescriptrices de mode, c'est-à-dire qu'en fait elles se promènent et qu'elles inspirent le dessinateur pour pouvoir être un peu en photo, pour pouvoir entre guillemets faire le buzz à l'époque. Et donc en fait c'est ce qui est vraiment très amusant, c'est que globalement il y a un peu une course à celle qui fera la mode la plus tape à l'œil entre guillemets, mais pas la plus vulgaire parce que ça va pas du tout plaire aux personnes de l'époque, mais vraiment en fait il y a une compétitivité et une créativité très très importante pour essayer de toujours faire mieux et toujours faire du meilleur goût et donc après d'aller traîner justement dans les environs où il y a les dessinateurs dans l'espoir un jour de se faire peut-être croquer et dessiner et d'avoir son portrait en gravure de mode. Donc ça c'est assez amusant, surtout que je sais pas si c'est vrai, mais moi je sais que j'avais lu pas mal de sources plus tardives qui indiquaient qu'a priori c'était pas réel, c'est-à-dire qu'a priori les indications, enfin le dessinateur faisait un peu comme il voulait. Donc il s'inspirait un peu des gens qu'il croisait, mais il avait tendance à prendre ce qui lui plaisait le plus, et puis après la licence artistique passait par là, et donc en fait il allait amalgamer un peu ce qu'il avait vu pour créer une silhouette qui lui plaisait. Donc en fait cette fameuse course à la célébrité que les dames auraient voulu emprunter serait en fait qu'une illusion et en réalité jamais personne n'aurait inspiré réellement ces gravures. Donc après voilà, je ne sais pas si c'est réel. Je pense qu'il y en a quand même quelques-unes qui ont inspiré les contemporains et qui sont quand même réelles et qui sont après nature, mais il est vrai que la majorité doit plutôt être du travail d'artiste très clairement. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Donc c'était l'évolution des différents types de robes. Donc normalement, si vous avez tout suivi, justement, vous devriez y voir un petit peu plus clair au niveau des différentes modes dites mode empire, les différences entre les époques. Normalement, si vous avez tout suivi, vous devriez maintenant, quand vous allez voir une image, une gravure, un tableau, pouvoir trouver à peu près dans quelle décennie il est peint ou dessiné. Et puis voilà, vous avez déjà les clés qui vont vous permettre de comprendre un peu mieux tout ce qui va suivre. Et donc la prochaine vidéo, la semaine prochaine, ça parlera justement donc des vêtements à part entière. Donc déjà les sous-vêtements et les différentes couches, les strates qui vont permettre d'avoir la silhouette qui va bien. Ensuite, je présenterai un peu les différents types de robes et d'ensembles qui existent. Et puis après, on verra vraiment les différents types de costumes. Donc à travers les moments de la journée ou les occasions, comment est-ce qu'on s'habillait ou on ne s'habillait pas. Donc vous allez voir, ce sera, je pense, intéressant. Et j'espère que vous avez appris des choses. Donc si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager, ça me fera vraiment plaisir. Et puis si jamais vous avez des choses à redire par rapport à la vidéo et puis à son contenu, n'hésitez pas. Je ne peux pas être exhaustive parce qu'il y a tellement de choses à dire que je pourrais durer des heures et des heures et des heures. Ça ne se prête pas bien au format vidéo. Donc n'hésitez pas, si jamais vous avez des questions aussi, posez-les en commentaire et puis j'essaierai d'y répondre. Merci d'avance, au revoir.